Mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre à nouveau dans cette émission, une émission spéciale pour parler encore de l'actualité politique dans notre pays. Nous avons, vous le savez, réussi un pas majeur dans la vie politique du Bénin, c'est celui de la révision de la Constitution. En tout cas, les députés ont accompli leur part de la mission. Reste maintenant le contrôle de constitutionnalité et la promulgation par le chef de l'État. Pour qu'on en arrive là, un dialogue politique a eu lieu suite à une crise que le pays a connue dans la foulée des élections législatives d'avril 2019. Par la suite, un comité d'experts a été chargé de formuler techniquement les recommandations du dialogue, les recommandations consensuelles et enfin confiées à l'Assemblée nationale. Ces recommandations ont donné lieu à la modification de la Constitution. Ce qui est certain, les acquis démocratiques sont sauvegardés. C'est ce que les députés eux-mêmes nous disent et ce que nous constatons également à la lecture de ce document. Mais est-ce que toute la classe politique a le même regard? C'est pour pouvoir enfin écouter les acteurs politiques, ceux qui étaient au sein de ce Parlement, qui ont modifié la Constitution et ceux qui, en dehors du Parlement, ont participé au dialogue politique que nous avons convoqué, donc que nous avons organisé cette émission que j'animerai en compagnie de ma collègue Rachida Biomoma. Rachida, bonjour. Bonjour, James William Gbagidi, bonjour à vous messieurs sur le plateau. Justement, et sur ce plateau, en notre compagnie, nous avons trois invités. Cette émission se déroulera en deux panels. Le premier panel va recevoir pour vous Malik Gomina. Il est membre du Bloc républicain. Malik Gomina, bonjour. Bonjour. Merci donc d'accepter notre invitation. En face de vous, nous avons M. Gilbert Eda, qui est membre du parti de la Flamme renouvelée. Bonjour, M. Eda. Le PFR, c'est exactement cela. Et enfin, à vos côtés, nous avons Habib Isaac Adjaï des Forces Cori pour le développement du Bénin. Monsieur Adjaï, bonjour. Bonjour. Malik Gomina, vous êtes membre du Bloc républicain, partie prenante à ce dialogue politique des 10, 11 et 12 octobre dernier. Lors de ces assises, était-il question de la révision de la Constitution de manière claire? Merci et bonsoir aux téléspectateurs. C'est vrai que nous avons eu la chance au Bénin de l'organisation d'un dialogue politique où toutes les forces politiques se sont retrouvées, du moins celles qui étaient à jour vis-à-vis de la loi. Ceux qui ne se parlaient pas se sont retrouvés pour discuter. C'est un grand mérite et c'est à l'honneur de ceux qui ont convoqué ce dialogue et surtout de ceux qui ont accepté d'y prendre part. Vous demandez si à ce dialogue, la révision de la Constitution était à l'ordre du jour. Je dirais non, ce n'était pas à l'ordre du jour prioritairement, mais il y a ce qu'on appelle l'effet induit. Lorsque, au cours des discussions, au niveau... C'est une conséquence alors C'est une conséquence du dialogue politique. Parce que lorsque, au niveau du dialogue politique, on est convenu à ce que, pour que désormais, il y a des crispations, pour que désormais, on puisse faire les choses dans les règles et que tout le monde se sente concerné par la chose politique, il y avait des réformes à faire. Donc, c'est la suite qui a amené à la création de ce comité d'experts qui, à son tour, a donné à l'Assemblée nationale sa lettre de mission. Et l'Assemblée nationale, les députés, eux, ils ont regardé en fonction de leurs prérogatives et ils ont trouvé que la suite à donner passait par la révision de la Constitution. Et justement, cette révision constitutionnelle, Monsieur Eda, est-ce que quand vous étiez présent à ce dialogue politique, vous avez senti venir une telle conséquence de vos discussions? Merci, monsieur le journaliste. Bon, il y a un problème, il y a crise, c'est ça qui a nécessité la convocation du dialogue politique. Quand nous sommes arrivés, on est parvenu à des recommandations qui doivent être mises en œuvre. Donc, l'examen des recommandations, même par le profane, comprend que, bon, il y a nécessité de toucher à certaines dispositions pour la mise en œuvre de ces recommandations. Donc, c'est la lecture. Vous n'avez donc pas été choqué que la Constitution ait été touchée à l'Assemblée? Non, je n'ai pas été choqué, mais il y a des fondamentaux sur lesquels on doit se prononcer tout à l'heure. Ouais. Alors, quant à vous, M. Adjaï, c'était normal qu'on en arrive là? Oui, puisque c'était clair dans la tête de tous les participants au dialogue
que, suivant certaines recommandations, il faut toucher la loi fondamentale pour pouvoir concrétiser les intentions des uns et des autres sur le consensus d'un certain nombre de points. Donc, a priori, nous autres... on devait forcément aboutir. On devait forcément aboutir. À un amendement de la Constitution. Et nous saluons ce qui s'est passé. Ce que nous avons observé, c'est que parmi les recommandations, les grandes recommandations, il y a celle des élections générales qui donc vont désormais être organisées. On a parlé de l'alignement des mandats. Et cette recommandation, M. Komina, de votre point de vue, est-ce qu'elle était si pertinente pour que les acteurs politiques de tous bords s'entendent là-dessus? Au-delà des acteurs politiques, je pense que c'est une recommandation qui est indispensable. Il fallait que nous arrivions à cela parce que tous nous savons que notre démocratie coûte de plus en plus cher. Si à la sortie de la conférence nationale, il y avait l'euphorie, notre pays était celui de la concentration de l'aide parce que en Afrique, il y avait la démocratie qui naissait au Bénin et que donc tout le monde voulait apporter sa pierre et donc nous aider. Aujourd'hui, même ces pays-là sont confrontés à des réalités. Et aujourd'hui, encore plus qu'hier, tous les Béninois savent que depuis 3 ans, chacun a été obligé de se réajuster, même dans son foyer, même dans sa vie quotidienne. Donc, les ressources sont devenues de plus en plus rares. Face à cela, est-ce que nous pourrions continuer par organiser des élections toutes les années? Prenez par exemple le cas. L'année prochaine, cette année, nous avons organisé les élections législatives. L'année prochaine, nous allons organiser les élections communales et municipales. Et en 2021, les élections présidentielles. C'est beaucoup d'argent. Alors que nous sommes un pays aux ressources assez limitées, nous sommes producteurs de peu. Par rapport à cela, est-ce qu'il ne fallait pas que nous allions à un alignement des élections pour que les élections s'organisent la même année, que la même logistique serve une fois pour toutes à ce que nous organisons. Après, le pays se met au travail pendant 5 ans et on se retrouve au bout de 5 ans pour pouvoir parler à nouveau des élections. Je pense que par rapport à cela, c'est une très bonne décision du dialogue politique et ensuite de l'Assemblée nationale. Malick Gomina, pourquoi 2026 ? Oui, c'est une date un peu lointaine. Oui, elle est lointaine parce que, regardons la réalité en face. Aujourd'hui, les députés sont élus. Que les gens disent qu'il y a eu des problèmes au niveau des élections cette année, tout le monde en convient. Mais nous avons un Parlement qui est là. Et il n'y a pas un mécanisme qui permet de mettre fin au mandat du Parlement avant terme. Et donc, qu'est-ce que nous faisons? Ça veut dire que nous le veuillons ou non, le Parlement est obligé d'aller jusqu'en 2023. À la suite de cela, nous avons le conseil communal qui finit bientôt en 2020. Il faudrait que nous allions à des élections pour pouvoir renouveler nos conseils communaux et municipaux. Le président de la République, son mandat finit en 2021. Mais avant cela, on ne peut pas arrêter son mandat. Donc, lui va jusqu'à en 2021, nous sommes obligés d'organiser des élections présidentielles. Et donc, la seule alternative possible, c'est que, véritablement, le président de la République arrive à la fin de son mandat et les députés qui sont en cours de mandat arrivent à la fin de leur mandat et l'alternative qui s'offre, c'est en 2026. Et là encore, il a fallu prévoir dans la nouvelle constitution que les députés qui seront élus en 2023 le seront exceptionnellement pour 3 ans, pour que nous nous retrouvons en 2026 pour faire les élections groupées. Et à partir de 2026, ce serait désormais tous les 5 ans. Donc, véritablement, je pense que, sauf faire une autre alchimie, il n'y avait pas possibilité de faire autrement ou de faire plus tôt. Monsieur Habib Adjaï, je suis persuadé que vous n'avez pas le même regard sur cette possibilité, puisque à l'occasion du dialogue politique, certains partis, notamment le vôtre, auraient souhaité que des élections législatives anticipées aient lieu et qu'elles aient lieu en 2021. Non, au fait, peut-être qu'il y a, je ne sais pas, d'autres partis. Nous autres, nous avions dit qu'il faut des élections de façon consensuelle en 2020, des élections groupées, parce qu'il y a certains partis de l'opposition
vous savez, nous sommes dans une opposition constructive, mais certains partis de l'opposition traditionnelle pure et dure qui ont souhaité qu'effectivement, qu'on puisse écourter le mandat du Parlement qui est là. Mais en 2020, c'était également écourter le mandat du Parlement qui est là. Mais il y avait des membres de ce Parlement qui étaient quand même là et qui n'ont pas donné leur opposition par rapport à ce principe. C'est vrai que la politique, c'est stratégie, mais ils savaient certainement que, visiblement, les acteurs n'avaient pas les moyens de pouvoir aboutir, mais il fallait quand même recueillir ce consensus pour avancer dans les discussions. Nous autres, nous avions proposé qu'il y ait élection générale en 2026, parce que nous l'avions dit de façon ferme et claire qu'il y ait élection générale en 2026, mais qu'il n'y ait pas toutes les élections ensemble, mais au cours d'une année, qu'on peut, en 6 mois, on peut faire des élections de façon communale, législative et puis présidentielle. Donc, au-delà du fait du coût de l'émission, FCDB a dit que en moyenne, chaque 2 ans, nous sommes en année électorale. Ici au Bénin, nous nous sommes dit, le stress que cela nous amène, d'abord ça ralentit le pays. Sur le plan économique, productif, le pays ne produit rien du tout. Donc le pays paie bien plus que les coûts des élections qui sont évaluées. En plus de ça, les acteurs courent parce qu'il faut travailler à pouvoir se faire réélire, il faut faire un certain nombre de choses. Donc le pays roule carrément au ralenti, les Béninois ne sont pas au travail. Donc tout ceci mis ensemble, nous avions travaillé au niveau du dialogue de façon consensuelle pour qu'on puisse sortir le pays, le Bénin, de cette difficulté-là. Gilbert Ida, le parti auquel vous appartenez, le PFR, a-t-il également donné son accord pour cette date de 2026 pour les élections générales? Nous sommes venus au dialogue politique pour résoudre un problème. C'est la crise. Le PFR est clair. Si on doit décrisper l'atmosphère nationale, il est opportun d'organiser les élections générales en 2021. Ici, on avait dit 2020, ça paraît trop court, mais 2021 est plus indiqué. Ce que nous pouvons avoir, c'est que véritablement en 2026, il est possible d'aller aux élections générales. Si ça pouvait venir plus tôt, tout le monde va saluer la chose. Mais malheureusement, nous sommes devant une situation où les acteurs, c'est-à-dire les parlementaires actuels, comme l'a dit tout à l'heure l'autre, il n'est pas de la nature humaine de scier soi-même la branche sur laquelle on est confortablement. C'est une chose. Assis. Oui. Quand M. Eda dit que le dialogue politique a été convoqué d'abord pour résoudre un problème, est-ce que les décisions qui ont été prises, notamment cette révision de la Constitution, suffisent pour résoudre la crise problème issu de la crise? Non, évidemment que la révision de la Constitution ne suffit pas pour régler tous les problèmes. Bien au contraire, sinon on allait réviser la Constitution tous les jours pour régler tous nos problèmes. Ça participe au moins à pouvoir régler les problèmes qui se posent au pays, même si ce n'est pas lié nécessairement à la dernière élection législative. Ça veut dire quoi? Nous avons tous convenu que nous ne pouvons pas organiser les élections tous les 2 ans. Au moins, à travers cette révision constitutionnelle, nous évitons cela. Si ce n'est pas possible en 2019, ce sera possible en 2026. C'est déjà ça de gagner. Malik Gomina, une question bien précise. Le pape posé jeudi dernier participe-t-il à la décrispation du climat social? Absolument. Ça participe dans la mesure. De quelle manière? Oui, très bien. Vous avez vu, par exemple, qu'avant de toucher la Constitution, les députés ont voté une loi d'amnistie. La loi d'amnistie, sa portée, c'est que dès qu'elle sera promulguée, ça permettra que nos concitoyens qui se retrouvent actuellement en détention suite à ces violences à la suite des élections législatives puissent retrouver leur liberté. C'est un pas énorme. Je ne sais pas si vous avez déjà rendu visite à des gens dans nos prisons, ce n'est pas bon. Et donc, ce qui est survenu, tout le monde le déplore. Personne n'a jamais souhaité que le Bénin puisse basculer dans la violence à l'occasion des élections. Personne ne s'en réjouit. Si, aujourd'hui, il est possible que ceux qui se retrouvent privés de leur liberté puissent retrouver cette liberté, cela n'a pas de prix. Je pense que ça participe à une décrispation. Ensuite,
au niveau des lois électorales et du code électoral qui seront touchés pour pouvoir permettre à ce que les prochaines consultations puissent prendre tout le monde, du moins tous ceux qui désirent y aller. Je trouve que cela participe aussi d'une décrispation. Parce que si on en est arrivé là, c'est parce que certains ont estimé, à l'occasion des élections législatives, qu'ils n'ont pas pu participer, ils ont voulu se faire entendre. Et donc, la rue a été utilisée. Ne souhaitons pas que cela se répète, souhaitons plutôt qu'on puisse quitter définitivement et que les élections soient des occasions de joie comme cela a été toujours au Bénin. Et que ce qui s'est passé cette année, plus jamais on ne retrouve cela. Une chose certaine, James William Gbagidi, quelques dispositions de la Constitution du 11 décembre 1990 ont été modifiées. Et parlant des élections générales, il n'y a que désormais, nous avons un duo de candidats à la présidentielle, notamment. Il y a désormais un vice-président et un président. Gilbert Eda, que pensez-vous de cette innovation? Le bicéphalisme. OK. Et d'abord, pour en arriver au duo, au bicéphalisme, il faut d'abord se rappeler l'esprit dans lequel la loi fondamentale de 1990 a été élaborée et écrite. L'esprit, c'était le régime présidentiel. Et cela est lié à notre champ électromagnétique. C'est lié à notre vécu quotidien. C'est lié à notre état de sang. Quelles sont vos manières de faire? Quelle est votre sociologie? On casse cet esprit, on va installer un duo. On a déjà vécu l'expérience du tricéphalisme. Ça a donné quel résultat? Sans compter que dans le cas d'espèce, le vice-président ne dispose d'aucun pouvoir. Ça, c'est encore une autre paire de manches qu'il faut gérer au moment de la mise en œuvre. On a cassé l'esprit de la loi fondamentale. Permettez à... On a cassé l'esprit de la loi fondamentale. C'est des choses suffisamment graves que je ne peux pas tolérer qu'ils le disent. Parce que ça, ce n'est pas du bicéphalisme. Le bicéphalisme, c'est lorsque le pouvoir se répartit d'un côté entre un président de la République élu et un premier ministre qui tient son pouvoir de l'Assemblée nationale. C'est là qu'on parle, le pouvoir exécutif est réparti entre le président de la République et le Premier ministre. C'est là où il y a bicéphalisme. Ici, ce n'est pas le cas. Nous continuons d'être dans un régime présidentiel pur et dur. Donc, il ne faudrait pas que M. Eda puisse dire des choses que nos téléspectateurs vont entendre et penser que c'est la vérité. Non, elle est toute autre. Maintenant, à mon temps de parole, je reviendrai pour préciser pourquoi il fallait le vice-président. Oui, mais justement, M. Eda, vous n'êtes pas d'accord que l'on instaure un poste de vice-président. Mais quand on a parlé d'élection générale et que désormais, le président de la République, en cas de vacance de pouvoir, il faut quelqu'un pour assumer son mandat jusqu'au bout. Quelle solution avez-vous? Dans l'ancienne loi, c'était prévu. Pas jusqu'à la fin du mandat. Dans la non, ça ne peut pas être prévu jusqu'à la fin du mandat. Ça ne peut pas être prévu jusqu'à la fin du mandat. Mais alors que deviennent les élections générales? Non, la charpente, même l'esprit, même là. C'est ça qu'il ne faut pas casser. C'est ça qu'il ne faut pas casser. Donc, vous voulez expliquer, non? Oui. Je vous attends pour expliquer ça. Je ne sais pas si j'ai... on va passer la parole à M. Adjaï pour nous dire ce que lui il a pensé justement, ce que le FCDB a pensé de la mise en place de ce nouveau mécanisme. Merci. Je voudrais d'abord rappeler, c'est important, c'est très important pour que ce soit clair dans la tête de tout le monde sur ce plateau que l'opposition constructive est une opposition responsable. L'opposition constructive est une opposition qui a une idéologie. L'opposition constructive est une opposition qui est basée, assise sur son dogme. Il faudrait que les uns et les autres apprennent à savoir, connaître ce que c'est qu'une opposition constructive. Très bien, c'est dit. Maintenant, passons à la réponse à la question. Je voudrais rappeler aussi, avec votre permission, que nous autres, nous étions aux élections. Nous avons été éjectés de la course. Nous avions fait ce combat pour le rétablissement de la justice. Mais c'est du Bénin qu'il s'agit. Et c'est parce que nous sommes restés dans l'opposition constructive que nous avons compris qu'il faut sauver la nation et savoir lâcher prise. Merci. Il ne faut pas tout rejeter. Il ne faut pas rejeter pour rejeter. Il ne faut pas rejeter pour rejeter. Il faut être réaliste. Il faut savoir lâcher prise. Il faut savoir analyser.
et comprendre l'autre dans sa différence pour qu'on fasse le chemin ensemble. On ne peut pas tous regarder les choses de la même manière ou apprécier de la même manière. Malik Gomina, parlant de... Il n'a pas encore répondu à la question qui lui avait été posée. Nous n'avions pas demandé une élection, enfin un vice-président. Mais le vice-président, c'est la conséquence de la demande de tous sur une élection groupée, y compris de nos amis de l'opposition traditionnelle pure et dure, parce que si on demandait d'écouter le mandat, enfin, des députés pour 2020, tout le monde était consensuellement d'accord pour que ce mandat soit écouté et qu'on fasse des élections communales, municipales et locales couplées avec les élections législatives. Et que plus tard, dans quelques mois après, qu'on puisse faire des élections présidentielles. Si ce principe est retenu, alors qu'il y aurait élection générale, on aurait pu appeler couplé ou général. Chacun est dans sa logique selon le jeu de mots qu'il faut. Si c'était le cas. Mais ce n'était pas expressément dit au dialogue, politique. Si ce n'est pas explicite, c'est forcément implicite. Je vous remercie. Alors, Malik Gomina, il a dit implicitement, on en est venu à ce duo présidentiel, un ticket qui devrait intervenir pour les élections de 2021. Pourquoi 2021? Oui, parce que si nous voulons aller vers des élections générales, oui. Comme le disait tout à l'heure James William Gariedi, toutes les élections ont lieu la même année, pour le même mandat, 5 ans. Lorsque un conseiller communal meurt ou devient inapte, il n'y a pas de problème. Le conseil communal continue jusqu'au terme du mandat. Lorsqu'un député meurt ou devient inapte, il n'y a pas de problème. L'Assemblée continue jusqu'au terme du mandat. Mais lorsque le président de la République meurt ou devient inapte, on fait quoi? On est obligé, après 3 mois, en tenant compte de la Constitution actuelle en vigueur, 45 jours même. Merci, après 45 jours, d'organiser des élections. Si on organise des élections et un nouveau président est élu, c'est pour un mandat de 5 ans. Donc ça désorganise la structure. Les autres vont continuer avec leurs 5 ans et le président, lui, va commencer ses 5 ans en ce moment. Donc ça veut dire que l'esprit des élections générales est faussé. Et ce que nous voulions obtenir, nous ne pourrions plus l'obtenir parce qu'un nouveau président vient d'être élu. Lui, il a 5 ans à faire. Et la fin de son mandat ne coïncidera pas avec la fin des autres mandats en cours. Donc, pour prévenir cela, il faut un poste de vice-président. Et que fait le vice-président? Le vice-président est là lorsque le président est élu avec lui en termes de tickets, lorsque, au cours du mandat du président, quelque chose survient, soit le président est inapte, soit il décède, ou il démissionne, le vice-président continue le mandat pour que, à la fin des 5 ans, nous allions encore à des élections générales. Donc, c'est le sens de la création du poste de vice-président. Ce n'est pas parce que la rue dit que tel est malade ou tel n'est pas malade, il a besoin de quelqu'un pour lui succéder aussi. Non, c'est totalement faux, ça c'est des rumeurs. C'est parce que nous avons convenu d'aller à des élections générales et que nous voulions que l'Arsenal puisse tenir pendant tout le temps, que donc nous sommes obligés d'avoir un vice-président qui est mis en stand-by et qui n'éclore que lorsque le président ne peut plus continuer son mandat. Mais Malik Gomina, oui. ce duo présidentiel ne risque-t-il pas à la longue d'apporter de nouveaux problèmes? Parce que nous sommes dans un contexte béninois où nous savons que les relations interpersonnelles sont souvent difficiles à gérer. Comment on va faire pour que ce duo fonctionne? Est-ce qu'il faut instaurer peut-être je ne sais pas, un certain quota de région, c'est-à-dire si le président de la République, par exemple, est du Sud, le vice-président, il est du Nord, comment on fait pour que ce duo puisse fonctionner correctement? Non, moi je pense qu'on n'a pas besoin de ce quota-là. Nous allons à des élections. Ceux qui veulent gagner le suffrage des Béninois savent qu'il faudrait qu'ils puissent intéresser les Béninois de toutes les zones. Si vous, par exemple, vous voulez être candidat et que vous prenez votre vice-président dans la même zone d'influence linguistique que vous savez que les autres zones risquent de ne pas vous faire confiance. Et donc, vous handicapez vos chances.
Donc, tous les candidats qui veulent accéder à la magistrature, s'ils sont véritablement sérieux et sincères avec eux-mêmes, ils sont obligés de tenir compte de nos diversités culturelles et autres. Donc, par rapport à cela, pour moi, le problème ne se pose pas. Et lorsque nous parlons même du fonctionnement, la loi est quand même claire là-dessus. Le vice-président ne co-dirige pas le pays avec le président. C'est le président qui dirige. Ce n'est que lorsque survient un problème et que le président ne peut plus, que le vice-président vient devant. Donc, il n'y a pas de problème qu'on puisse dire qu'il y a des incompatibilités aussi. Ça. Par le passé, ce que nous avons connu, c'est que c'est une co-gestion du pays. Ici, ce n'est pas le cas. C'est le président seul qui décide tant qu'il est là. Et c'est quand il n'est plus là que le vice-président sort pour venir continuer le mandat. Donc, pour moi, je ne vois pas un péril en la demeure. Monsieur Gilbert Reda, il y a d'autres dispositions dans cette nouvelle constitution qui procèdent du dialogue politique et qui procèdent justement des points de vue consensuels, notamment la représentativité des femmes et l'équité dans la distribution des postes de la vie politique. La représentativité des femmes, est-ce que votre parti y était favorable? Et bien sûr, s'il fallait le faire, est-ce que vous étiez d'accord pour la révision de la Constitution? Oui, merci monsieur le journaliste. La discrimination positive pour pouvoir permettre l'insertion des femmes dans le système politique était acceptée de nous tous, même à hauteur de 30% pour certains, à hauteur de 40% pour d'autres. Mais il y a un travail fondamental à faire pour que ce soit une réalité. Il ne suffit pas de l'inscrire dans les tests pour que ça devienne une réalité. Quel est l'état de conscience dans notre pays? Si cet état-là n'est pas modifié, n'est pas nettoyé, on peut l'inscrire. L'état d'esprit, c'est-à-dire les mentalités? Bon, c'est notre champ électromagnétique. Okay. Notre champ électromagnétique. Ce que vous appelez le champ électromagnétique. C'est le champ électromagnétique. C'est caractérisé par la chute. Et vous inhalez des éthers malsains qui ne vous permettent pas de bien décider. Donc, il faut le nouveau champ. C'est ça seul qui permet alors de nettoyer les consciences, de faciliter les rapprochements et d'accepter que les femmes, parce que c'est nous qui décidons que les femmes aillent aux réunions politiques. C'est nous qui décidons. Mais quand les principes ne sont pas respectés dans le champ actuel, parce que le champ actuel de la Jatroué, ce n'est pas un champ favorable. Je perçois dans vos propos une façon de dire à la gente féminine, c'est vrai, le pas a été posé, ce n'est pas pour tout de suite. Non, ce n'est pas pour tout de suite. Ça veut dire que le nettoyage est nécessaire. La possibilité est donnée, la grâce est donnée, le feu est déjà là pour faciliter la chose. Donc, ils sont conviés pour pouvoir vivifier le feu afin de nettoyer le champ électromagnétique qui favorisera leur entrée dans le système politique. Habib Adjaï, comment cette discrimination positive va s'opérer? Non, d'abord au dialogue, puisque j'y étais, nous avons proposé 40%. Non seulement au poste sélectif, mais au poste nominatif aussi. Parce qu'il ne faut pas seulement... C'est ce que cache le fond des débats au niveau de l'Assemblée. Je ne sais pas ce qu'ils vont mettre dans la loi. Parce qu'on croit comme si c'est seulement au niveau des élections qu'il faut positionner des femmes. Mais non, il faudrait positionner des femmes, des vraies, mais aussi dans les instances de décision. Nous avions proposé 40%, que ce soit bien inscrit. Mais ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Nous saluons ce qui a été fait, quand même il reste beaucoup à faire. Ce qui a été fait, si vous permettez que je cite l'article 26 nouveau de la Constitution, l'État assure à tous l'égalité devant la loi sans distinction d'origine, de race, de sexe, de religion, d'opinion politique ou de position sociale. Ce qui est nouveau, l'homme et la femme sont égaux en droit. Toutefois, la loi peut fixer des dispositions spéciales d'amélioration de la représentation du peuple par les femmes. Et justement, c'est dans la loi que l'on va déterminer maintenant les quotas, 40%, 20%, 10% ou autres, nécessaires pour arriver à cette discrimination positive. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que nous attendons de voir comment est-ce que les débats vont évoluer par rapport à la conception de la loi sur le quota, le pourcentage qui sera réservé aux femmes. Parce que vous savez, je t'aime, ce n'est pas seulement au coin de la chambre qu'il faut le dire à nos femmes, à nos épouses, nos mamans, nos filles, nos sœurs. Il faut pouvoir accompagner ça d'actes concrets. C'est une discrimination, mais une discrimination positive. Parce que les femmes étudient.
les femmes gèrent convenablement bien. Et les statistiques prouvent que de plus en plus les femmes sont plus excellentes dans les études que les hommes. Bon, alors pourquoi ne pas accompagner les femmes? Donc, nous autres, au niveau de Foscori pour le développement du Bénin, il y a un travail déjà qui se faisait par rapport à la discrimination positive genre avant le dialogue. Et c'est arrivé. Pourquoi FCDB n'a pas envoyé une femme sur ce plateau? Comment? Pourquoi FCDB n'a pas envoyé une femme sur ce plateau? Oui, il faut dire qu'il faut la disponibilité des uns et des autres. Je suis porte-parole du parti sur ce plateau, mais il faut la disponibilité des uns et des autres. Alors, vous avez contacté le président et il y a un certain nombre de personnes. Les femmes n'étaient pas disponibles. C'est ce que vous voulez dire. Malik Gomina, vous savez, les femmes sont habituées à ce qu'on leur jette des fleurs ça et là. Est-ce que cette discrimination positive, elle sera vraiment réelle? Est-ce que ce n'est pas de la poudre aux yeux? Non, déjà, c'est que d'abord, il faudrait dire que c'est une des conséquences du dialogue politique, puisqu'au dialogue politique, ils ont convenu de la discrimination pour les femmes. Et vous saviez que la Cour constitutionnelle, dans un arrêt, avait déjà dit qu'il n'était pas possible qu'il y ait cette discrimination parce que la Constitution l'empêchait. Donc, il fallait retoquer la Constitution. Donc, c'est encore une des raisons pour lesquelles on est allé à la révision constitutionnelle, parce qu'il fallait introduire la discrimination positive en faveur des femmes. Maintenant, parlons, pour finir, ce plateau du financement public des partis politiques, ce financement public qui est fondé sur l'existence non seulement du parti, mais également sa représentativité au niveau de l'Assemblée nationale. Oui, je pense que véritablement, il fallait qu'on en arrive, il faut le financement public, parce que si jusque-là, notre système partisan, notre système politique a fonctionné de cette manière-là, c'est parce que c'est les individus qui finançaient les partis politiques. Il faudrait que l'État puisse financer le fonctionnement des partis politiques. Et on ne peut pas le faire selon l'amour qu'on porte à ceux qui sont membres de ces formations politiques, mais plutôt selon l'adhésion des populations vis-à-vis de ces populations-là. Et l'adhésion, c'est au niveau des élections qu'on le constate. Et donc, il fallait trouver le mécanisme pour que plus vous êtes accepté par les populations, plus vous arrivez à ratisser l'âge, plus l'État vous vient en aide. Donc, c'est ce qui est prévu pour la suite. Et comme c'est la fin bientôt, je voudrais peut-être... On a encore quelques minutes. Oui, non, sur une autre question juste dit, c'est sur la question, par exemple, du parrainage. Je ne sais pas si nous allons en parler, parce que c'est une question essentielle pour moi. Puisque les gens disent que pourquoi il faut des parrainages? Il faut des parrainages parce que, véritablement, nous avons vu nos élections présidentielles. Nous sommes combien de Béninois? Mais lorsque vous regardez la liste, elle est tellement grande, il y a même certains qui viennent juste pour remplir leur carte de visite, pour dire que j'ai été ancien candidat, et ils savent qu'ils ne pourront pas gagner parce qu'ils ne vont nulle part, ils prennent juste les plateaux de télévision pour faire leur show et repartir. Maintenant, on dit non, lorsque vous voulez être candidat, il faudrait que vous puissiez convaincre un certain nombre d'élus. Les gens se posent des questions pour dire, est-ce que ce n'est pas piper les dés à l'avance? Peut-être, mais nous avons la chance que, véritablement, bientôt, nous irons aux élections communales et municipales. Il revient à ceux qui estiment qu'ils veulent être candidats en 2021 de tout mettre en œuvre pour avoir assez d'élus aux prochaines élections communales. S'ils ont assez d'élus, personne ne pourra les en empêcher d'être candidats en 2021. Mais maintenant, s'ils ne font rien pour pouvoir avoir des élus aux prochaines élections, qu'ils ne viennent pas se plaindre. Gilbert Ida, Malik Gomina vous renvoie la balle. Vous y voyez un piège. Bon, voilà. Le parrainage, on en a débattu au niveau du dialogue politique. Bon, et c'était prévu qu'on ait le parrainage au niveau de l'Assemblée et qu'on ait le parrainage au niveau des communes et autres. Bon, on a ici, là, les élections sont prévues pour 2021. L'élection législative, telle que nous sommes en train de le voir, c'est en 2023. Okay. Quelle chance! C'est-à-dire, on ne part pas avec une égalité de chance. Et les élections municipales? Non. C'est pas comme ça qu'il faut gérer. Ici, ça doit être de part et d'autre. On doit avoir les mêmes situations, une égalité de chance pour pouvoir y aller. Bon, ça veut dire que, du coup... Vous voyez diminuer... Non, pas diminuer, il y a des exclus.
Quand on dit diminuer, c'est encore très bien, ça veut dire vous pouvez encore bénéficier d'une proportion. Absolument. Non, mais vous n'êtes pas diminué, vous êtes exclu. Mais pourquoi ils sont libres de soutenir votre candidature si cela leur chante, non? Oui. Le truc est monocolore. Qu'est-ce qui est monocolore? Comme si vous ne connaissez pas l'Assemblée. C'est comme si vous ne connaissez pas leur direction. Ils ont une seule direction. Laquelle? C'est monocolore. C'est la mouvance, c'est tout. Mais Gilbert, ça devient un challenge pour vous, non? Comment un challenge? Ici, mais battez-vous pour les prochaines élections communales? Non. Il faut organiser les élections générales très tôt. Pour que nous puissions avoir les mêmes chances, tant au niveau de l'Assemblée qu'au niveau des communes. Est-ce que, même en cas d'élection générale, des partis politiques qui n'auraient pas réussi à avoir... Ah non, ça c'est notre problème. Mais organisez ça d'abord. Pourquoi on veut un truc monocolore et puis après on dit que vous pouvez aller vous faire parrainer par la commune? Pourquoi les autres ne veulent pas se faire parrainer seulement par la commune? Et ils prennent le tout au niveau de l'Assemblée. Je vois la posture de quelqu'un qui se sent déjà vaincu avant même la bataille. Pas vaincu. C'est pourquoi on a demandé d'organiser les élections générales en 2022. Là, oui, mais moi je veux poser une question à M. Eda. Son parti est né quand? C'est pas question de parti né. Non, je demande. Non. En réalité, c'est pas question de parti né quand. En réalité, M. Gilbert Eda, qu'on le veuille ou pas aujourd'hui, les élections générales en 2021, c'est exclu, c'est en 2026 qui a été décidé. Est-ce que dans ces conditions, vous êtes prêt à affronter les prochaines élections, que ce soit les élections municipales, communales et locales, la prochaine présidentielle et éventuellement les prochaines législatives? On parle du parrainage. On n'est pas dans une proportion d'égale chance. Dans cette condition, vous renonceriez à participer? C'est pas ce que je dis. Ici, là, mais vous devez offrir les mêmes chances. Mais les chances vous sont offertes pour les prochaines élections communales. Mais James William Bagidi l'a dit, c'est déjà fait. Non, Monsieur Gilbert, qu'est-ce que vous faites à votre niveau? Quelle organisation vous mettez en place? Non, c'est pas clair. Ici, si on a été aux élections, c'est pour que, au dialogue politique, c'est pour qu'on trouve un minimum de consensus qui facilite l'animation de la vie politique. Mais c'est normal. Ils sont au niveau de l'Assemblée. C'est la mouvance qui est raisonnée. Donc, ils décident ce qui les arrange. Habib Adjaï, cela vous pose-t-il à vous un problème? Moi, je voudrais... Vous êtes de l'opposition constructive, vous l'avez dit. Je respecte ce que dit M. Eda. Parce que notre rôle n'est pas de juger ou d'apprécier, de commenter ce que disent les amis. Ils sont dans leur ligne idéologique. Nous sommes dans notre ligne idéologique. Mais c'est toujours l'opposition. C'est toujours l'opposition. Chacun fait son combat suivant son idéologie et ses objectifs. Et moi, je dis, le Bénin a gagné en maturité après cette révision de constitution. La Cour des comptes. Nous saluons cela. Financement des partis politiques. Nous saluons cela. Statut de l'opposition. Je dis bravo. Un certain nombre de choses. L'abolition de la peine. Qui sont reconnus. L'abolition de la peine des morts. C'est important. Le mandat des députés. Le mandat des députés, écoutez, moi je suis jeune, ça me donne de la chance. Ça donne de la chance à mes militants. Chefferie traditionnelle, je m'en arrête là. Je dis merci au peuple béninois souverain à travers ce Parlement. Pour en revenir, la question du parrainage, nous en avions débattu au dialogue. C'est important. C'est important que moi, en tant qu'élu, que je sache à partir du programme de société que le candidat que je veux soutenir peut impacter ma communauté. C'est important parce qu'il n'est pas évident que ma communauté ait les mêmes appréciations que moi. Parce que le leader politique de sa communauté, c'est lui qui est devant. Parce que nos militants votent. Mais ils votent quoi en réalité? Ils votent celui qui est devant. Qui dit, voici ou voilà par où nous allons passer. Donc il est important que le leader, le responsable de cette communauté politique, le responsable politique de cette communauté, adhère au programme de société et donne sa caution à travers une signature. Et c'est pour ça, au niveau de la Force Cordée pour le développement du Bénin, nous avons approuvé cela. D'accord. Et nous accompagnons. Malik Gomina. Aujourd'hui, on peut être fier. On peut être fier d'appartenir à un pays où, lorsqu'on parle de révision constitutionnelle, ce n'est pas pour tripatouiller la Constitution pour qu'un président puisse avoir un troisième mandat. On peut être fier que des députés en exercice aient voté
une révision constitutionnelle qui les oblige désormais, après 3 mandats passés à l'Assemblée nationale, à dégager le plancher et à aller s'occuper d'autres choses dans la société. Je pense que par rapport à cela, il faudrait qu'on puisse le dire, le remarquer et le féliciter et dire que quelque chose a été fait. Tout n'est pas parfait, certes, mais au moins, on n'a pas honte lorsqu'on dit qu'au Bénin, il y a eu révision de la Constitution parce que les fondamentaux ont été maintenus. Moi, je ne pourrais pas venir ici, devant vous, défendre une révision où on dit qu'il est loisible à un président de la République de rester tout le temps, même au-delà de ces 2 mandats. Alors justement, cette disposition qui a été prise pour encadrer la révision de la Constitution, M. Eda, est-ce que vous êtes soulagé de savoir que cette révision constitutionnelle ne permettra pas au président en exercice et à quiconque d'ailleurs de prétendre à plus de 2 mandats en tant que président de la République à l'avenir? Oui, merci, monsieur le journaliste. D'abord, au moment de la remise du rapport du comité technique, il a été précisé qu'il faille verrouiller le pilier de notre Constitution, qui est celui d'avoir 2 mandats au maximum. Donc, je crois qu'ils viennent par des dispositions verrouillées pour qu'on ne puisse pas assister à un tripatouillage qui amène à un 3e mandat, à un 4e mandat. Et c'est votre Parlement monocolore qui l'a fait. Non, mais vous n'étiez pas qualifié. Ça, il faut le reconnaître. Mais ils l'ont fait et vous saluez ça. Ils ne sont pas qualifiés. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui ne va pas. Nous allons mettre un terme à ce panel puisque le temps imparti est largement dépassé et nous risquons d'entamer donc le temps du panel numéro 2 au cours duquel nous allons encore une fois parler de cette révision de la Constitution. Nous allons inviter monsieur Jules Léandre Kiti qui représente l'Union démocratique pour un Bénin nouveau et M. Mathias Aromandegbe de l'Union progressiste à nous rejoindre sur le plateau pour remplacer nos invités actuels. Merci, cher monsieur Malik Gomina du Bloc républicain, Habib Isaac Adjaï de la Force Kori pour le développement du Bénin, ainsi que M. Gilbert Ida du Parti de la Flamme renouvelée. Merci à vous d'avoir pris part à cette émission pour donner le regard que vous avez sur la révision intervenue de la Constitution le 1er novembre 2019. Maintenant, nous lançons le 2e panel. Suite de cette discussion que nous avons engagée avec les acteurs politiques autour de la révision intervenue de la Constitution dans la nuit du 31 octobre 1er novembre 2019, nous avons maintenant sur ce plateau 2 acteurs politiques que nous n'avons pas pu arriver, nous n'avons pas pu recevoir tous les autres parce que les aléas du temps et de la disponibilité des acteurs en sont arrivés à nous en empêcher. Mais nous avons sur ce plateau le représentant de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau, Jules Léandre Kiti. Bonsoir. Bonsoir James William Baguidi, bonsoir madame et bonsoir aux amis téléspectateurs. Merci donc d'accepter de nous accompagner et de discuter avec nous de la révision de la Constitution. En face de vous, Mathias Aromandegbe de l'Union progressiste. Bonsoir. Bonsoir William Baguidi, bonsoir madame, bonsoir monsieur. Bonsoir téléspectateurs. Ainsi que vous le savez, je suis en compagnie de ma consoeur Rachidat Biomama pour l'animation de ce plateau. Rachidat, à nouveau, bonsoir. À nouveau, bonsoir. James William Baguidi, il fallait réviser la Constitution du 11 décembre 1990. Eh bien, ça a été fait. C'est une nouvelle Constitution qui s'inscrit désormais dans la modernité et qui prône un développement économique. Jules Léandre Kiti, en quoi les dispositions touchées dans la Constitution participent-elles à amener le Bénin vers un développement économique ? Merci. Je voudrais déjà, pour que je ne parte pas d'ici sans pouvoir le dire, inscrit au rang de mesures visant le développement du pays, déjà les précautions qui ont été prises pour que cette fois-ci, contrairement aux autres fois, qu'il y ait une révision sans heurts, qu'il y ait une révision avec un degré un peu plus élevé de consensus. Vous savez, il n'est jamais arrivé que dans le processus devant aboutir à la révision de la Constitution, qu'il y ait eu un dialogue politique avant. Il n'y a jamais eu
une tentative de révision de la Constitution où, même après dialogue, on a remis en place un comité technique pour faire une rédaction plus pointue des propositions que des députés ont portées. Vous avez constaté que dans le pays, sans que tout le monde ne soit d'accord, ce soit l'unanimisme, et bien que pour une première fois, ça s'est passé avec beaucoup plus de précautions. Et vous avez entendu le chef de l'État dire très clairement, si ça doit amener des problèmes, j'en veux pas. Tout compte fait, la loi me donne la possibilité de promulguer ou de ne pas le promulguer et je ne promulguerai pas une modification qui poserait problème. Alors, sur les dispositions qui ont été modifiées, alors, c'est là où le débat est intéressant. Moi, j'ai toujours dit qu'il ne faut pas qu'on continue de faire des incantations sur la question de la révision de la Constitution. Il faut qu'on fasse un débat intellectuel sur les dispositions changées. Lorsque vous savez que beaucoup de pays et beaucoup d'instances internationales, par exemple l'Union interparlementaire, imposent aux pays, d'accord, d'avoir un seuil minimal de 30% de femmes au Parlement, et que le Bénin n'a pas pu satisfaire cette exigence à ce jour, et qu'aujourd'hui, ce principe de discrimination positive des femmes est déjà inscrit dans la Constitution, c'est une avancée. Ça veut dire que le Bénin sera mieux vu, le Bénin pourra donner la chance aux femmes de mieux se faire valoir, démontrer combien de fois elles peuvent apporter quelque chose. Lorsque vous avez la question de l'alignement des mandats, qui non seulement permet au Bénin de dépenser moins de l'argent dans les élections, de dépenser moins une débauche psychologique et d'éviter de faire tourner le pays au ralenti, c'est une bonne chose. La question d'alignement des mandats aide à régler même, à préserver pour notre pays une certaine stabilité. Vous voyez les dispositions qu'il y avait avant, toutes les fois que moi j'ai entendu qu'on dit dès qu'il y a vacance de pouvoir, on va devoir organiser. La vacance de pouvoir n'est jamais prévue. Du coup, là où vous parlez de coûts très élevés des élections, lorsque vous savez que les périodes électorales, c'est connu, c'est des périodes sensibles où à tout moment la paix peut nous échapper, alors s'il y a des mesures qui permettent aujourd'hui que, quel que soit ce qui arrive au sommet de l'État, on puisse donc aller jusqu'à la fin du mandat, c'est une bonne chose. Et qu'il y ait des élections générales, d'ailleurs au niveau du dialogue, tout le monde a été d'accord pour ça, donc c'est une avancée selon moi. Maintenant, quand vous parlez de la Cour des comptes, qui enfin va être installée au Bénin, ce n'est pas une invention du Bénin. Regardez comment le Bénin est respecté. Un label que nous vendons depuis bientôt 30 ans, mais dans l'espace UEMOA, il n'y a que 8 pays. Le Bénin n'est pas capable de dire... Et le Bénin, difficilement a voté sa loi sur la lutte contre la corruption, mais n'est pas capable de dire, voilà, nous avons une Cour des comptes. C'est réglé. Maintenant, on fera le débat d'autres choses qui ont été modifiées dedans. Pour moi, globalement, ces modifications permettent au Bénin d'avancer. Et puis, ça c'est très important pour ma génération, lorsqu'on dit que désormais, les députés ne feront pas plus de 3 mandats. Vous voyez, il y a des gens qui ont atteint, j'ai oublié la notion, comment on l'appelle en droit, c'est des gens qui, quand ils finissent... Vous avez connu des députés qui étaient en place 6 mandats, 7 mandats, depuis. Et, bon voilà, ils étaient là depuis. Donc, les jeunes vont avoir la possibilité, quand ils militent très bien dans les formations politiques, de pouvoir avoir leur chance. Et lorsque je fais partie d'un parti, moi, qui fait de sa priorité la promotion des femmes et des jeunes, on ne peut que applaudir ça. Et nous avions exigé que les contours d'une telle modification constitutionnelle soient clairs. Et j'ai le sentiment que ces contours soient clairs. Et je suis prêt à mener le débat jusqu'à demain, comme on le dit, avec des gens, mais qui sont prêts à aller sur ces points précis, au lieu de se contenter de dire réviser la Constitution, c'est un péché vis-à-vis de Dieu à la limite. Vous l'avez balayé pratiquement tout le contenu de la révision de la Constitution. De façon sommaire. De façon sommaire. Et nous allons maintenant aller au fond, dans les détails. Au fond des choses, en commençant bien sûr par la question de l'alignement des mandats et de la mise en place de ce poste de vice-président. Est-ce qu'au niveau de l'Union progressiste, vous n'avez pas pensé à un moment ou à un autre que la création d'un poste de vice-président risque d'engendrer plus de problèmes, comme par le passé, qu'elle ne résout de problèmes? En fait, à l'Union progressiste, d'abord, la révision de la Constitution telle que c'est intervenu dans notre pays, c'est, je peux dire, du jamais vu en Afrique.
Parce que quand on révise une constitution en Afrique, ce qui est ordinaire, ce que les gens constatent tous les jours, c'est pour permettre soit à un clan ou à un homme de se maintenir au pouvoir. Vous voyez, les gens qualifient l'Assemblée de monocolore. Le chef de l'État a quand même de grandes marges de manœuvre pour faire tout ce qu'il veut, pour s'éterniser au pouvoir. Mais il a dit, il a même une disposition qui dit, de sa vie, 2 mandats, pas plus. C'est très important. Ça veut dire que notre pays innove. Et on vient d'étonner encore le monde. Par rapport au poste de vice-président, c'est très important. Et nous voyons que ça participe à la stabilité. Si nous voulons des élections générales et on aligne les mandats, désormais, chaque 5 ans, il faut faire les élections. S'il n'y a pas un poste de vice-président, si le président de la République a un problème, il faut le président de l'Assemblée nationale qui dispose de 30 jours, au moins 40 jours plus, pour organiser une autre élection. Il y aura un décalage. Et là... Pourquoi ne pas prévoir que le président de l'Assemblée nationale va exercer le mandat jusqu'à la fin? D'ailleurs, cette disposition est apparue dans la nouvelle Constitution. Et donc, que l'Assemblée se dote d'un nouveau président. Mais le président de l'Assemblée n'a pas été élu pour ça. Il n'a pas été investi pour jouer le rôle du président de la République. C'est 2 rôles différents. Il est le représentant du peuple. Et il a été élu président à l'Assemblée nationale par ses pairs. C'est différent. Le rôle du président de la République est différent du rôle du président de l'Assemblée nationale. Maintenant, le poste du vice-président, il sera élu au même moment que le président de la République. Il est là, il n'a pas de prérogative en tant que tel. Il sera à charge pour régler les problèmes lorsque le président de la République il y a vacances de poste et il conduit le mandat jusqu'à terme. Et ça participe à la stabilité. Et pour notre révision de la Constitution, il y a un aspect que les gens ne voient pas souvent. Que ce soit en politique ou en économie, il y a la prévisibilité des actions, la prévisibilité. Qu'est-ce que vous appelez? Vous savez, aux États-Unis, tout le monde sait, les Américains savent que le 2e mardi du mois de novembre de la 4e année qui suit l'élection du président de la République, doit organiser une autre élection. Si vous êtes un investisseur, vous venez au Bénin, et vous voulez investir. Vous voyez la période électorale, les risques, il faut intégrer tout ça. Si vous êtes opérateur économique, vous voulez faire une grande commande. Si vous savez déjà qu'à telle période, on va organiser les élections, vous prenez les précautions pour ne pas tomber dans des pièges. Et ça rassure les investisseurs. Ils vont venir investir au Bénin et le président, franchement, notre révision de la Constitution, c'est la modernité. On a modernisé notre démocratie. Et je remercie les députés qui ont œuvré pour qu'on en arrive là. Une question pour Jules Léandre Kiti. On le sait, le président de la République est jaloux de son mandat unique. Vous avez proposé pour cette Constitution modifier 2 mandats de sa vie pour le président. Est-ce que ce n'est pas une façon de forcer un peu la main au président, de l'amener à lui-même se trahir? Non, d'abord, je dis, ce n'est pas, l'UDBN ne réclame pas la paternité de 2 mandats prévus. Non, ce n'est pas 2 mandats. Vous étiez partie prenante? Non, oui, d'abord, ce pourquoi je procède de cette manière, c'est vous dire, c'est la Constitution, même celle qui a été modifiée, qui prévoyait déjà la possibilité de 2 mandats, pas plus. Mais la précision... D'accord. La précision aujourd'hui... De sa vie est de taille. La précision, ce qui ressort aujourd'hui, c'est de dire qu'on a plutôt verrouillé, on a dit, de votre vie en tant que Béninois, vous ne pouvez faire que 2 mandats. On a la Constitution, même la nouvelle formule, ne dit pas que le président qui est là fera forcément 2 mandats. Sinon, il n'y aurait pas élection en 2021. Ça veut dire qu'on donne la possibilité au président qui est là de remettre son mandat en jeu, pour parler terre à terre, quitte à ce que le peuple lui renouvelle sa confiance. Il en a la possibilité. Lorsque le président de la République, dans la première mouture de tentative de révision qu'il avait proposée, le mandat unique était dedans. L'Assemblée nationale représentant le peuple dans sa configuration, à travers les votes, n'a pas permis que cela se fasse. Alors, à partir du moment où, et comme lui-même il a dit, et moi, il est d'abord un citoyen béninois, j'ai le devoir de lui respecter les droits politiques et civiques. Tant que la révision de la Constitution n'amène pas à instaurer le mandat unique, honnêtement, aussi bien moi-même ici que
le parti auquel j'appartiens, parce que le débat n'a pas été fait pour dire, il faut que nous continuions d'imposer au président de la République, à chaque personne, de dire, comme de ta bouche, tu as dit une seule fois que tu feras un seul mandat, il faut que tu le fasses. Non, mais il a dit, la constitution qui est là est en vigueur pour tout le monde, est valable pour tout le monde, et il a bien dit, en 2021, il avisera. Vous vous en souvenez? Et donc, moi, quand le chef de l'État, lui-même qui doit décider, dit, j'aviserai, et je ne suis pas qualifié pour lui dire, non, tu ne dois pas aviser, dans le sens de dire, tu te représentes en 2021. Et je ne fais même pas ce débat. Ce qui me met à l'aise, moi, lorsque vous exprimez une intention, qu'elle se réalise ou pas, ce que je regarde, qu'est-ce que la loi vous permet? Si le chef de l'État béninois dit après 2021, si en 2026, les choses sont en l'état et qu'il dit qu'il veut se représenter, là, je peux dire non, monsieur le président, la loi ne le permet pas. Mais s'il dit je vais être candidat en 2021, honnêtement, je n'ai aucune possibilité, aucun argument juridique pour l'en empêcher. Donc, ce qui a été prévu, je n'ai pas vu qu'on est en train de forcer la main au chef de l'État. On est en train de réaffirmer simplement et de mieux verrouiller un principe qui existait déjà, un mandat renouvelable une fois. Je souhaite compléter un point qui est resté très très important pour mon parti, parce que j'ai entendu quelqu'un dire ici tout à l'heure parler de 40% proposés pour la représentation des femmes, du peuple par les femmes. Oui. Mais je dis au niveau du dialogue politique, où je peux vous dire, j'ai participé aux travaux du début jusqu'à la fin. Le parti qui a sorti le chiffre de 40%, c'est l'UDBN par la voix de sa présidente, l'honorable Claudine Afia-Prudencio. Et elle a fait un plaidoyer assez fort pour demander à la classe politique de la soutenir, en rappelant que la 6e et la 7e législature auxquelles elle a appartenu, où elle a siégé, elle avait fait partie de ce lobbying-là et ils ont travaillé, mais les blocages étaient au niveau de la Constitution. Vous savez qu'il y a eu même des recours devant la Cour constitutionnelle où elle a demandé à ce qu'on respecte l'égalité prononcée entre l'homme et la femme. Alors, et elle disait, s'il fallait aller à la révision de la Constitution même, entre autres pour ça, qu'elle était d'accord, son parti avec. Et elle a rappelé que le Bénin a ratifié un certain nombre de conventions qui l'obligent à aller vers cette discrimination positive-là. Donc, ce qui se fait de bien, que vous avez exprimé, et vous voyez que c'est expérimenté ailleurs et que ça marche, en ce point précis, c'est donc une victoire pour l'UDBN. C'est une victoire pour l'UDBN et qui se réjouit en remerciant, en ayant le sentiment de triomphe, mais le triomphe modeste, en reconnaissant que sans le soutien des autres partis politiques qui étaient au dialogue, on n'aurait pas abouti à ça, parce que le travail que le comité d'experts a eu à faire, les points de consensus où il n'y avait aucune difficulté, les experts les ont inscrits directement comme des points qui devraient insuffler des modifications au niveau du Parlement. Maintenant, il y a une nuance à l'article 26 nouveau, où il a été dit que la loi peut prévoir des dispositions spéciales pour la représentation du peuple par les femmes. Il faut continuer le combat, et c'est ce qui va se faire par l'UDBN et avec les autres partis, pour que dans la loi, on puisse aller et faire mieux que ces cas que je vous ai cités maintenant, parce que la porte n'est pas fermée. Il y a une ouverture à présent. Il y a une ouverture. Et donc le lobby doit continuer pour que, au niveau du Parlement, maintenant et après, on puisse continuer. Les lois électorales, qu'on puisse continuer. On n'a plus de doute là-dessus. L'UDBN est bien le seul parti qui aime les femmes. Dirigé même. Oui, c'est le seul parti béninois aujourd'hui dirigé par une femme. Quand on parle de la révision de la Constitution aujourd'hui, il y a d'autres éléments qui nous paraissent très importants, notamment cette question du parrainage des candidats à la présidentielle et au niveau de l'Union progressiste. Je pense qu'il y a comme une forme d'aisance pour avoir fait valider cette question du parrainage. Oui. L'Union progressiste est représentée au Parlement, l'Union progressiste contrôle plusieurs municipalités et donc peut facilement obtenir un candidat pour les prochaines élections. Mais est-ce que vous n'avez pas le sentiment que ce dispositif qui a pour ambition de faciliter la participation politique des acteurs politiques à la vie présidentielle est quand même de nature à engendrer de l'exclusion à terme? Vous savez, il n'y a pas d'exclusion.
Cette disposition dans la Constitution, ce n'est qu'une formalisation. Par le passé, les candidats qui sortent du néant, qui ne sont dans aucun parti politique, sont cooptés. Il y a des partis qui cooptent ces candidats-là pour l'accompagner. C'est une forme de parrainage. Il y a même des partis politiques où, dans le même parti... Mais ce n'était pas une condition. Ce n'était pas une condition, mais c'est une formalisation pour crédibiliser. C'est une crédibilisation de la candidature du futur président de la République. Ce n'est qu'une formalisation et ça n'a rien d'exclu de ce que vous appelez... Mais aujourd'hui, pour être président de la République, il faut forcément être parrainé. C'est une étape nécessaire, sinon vous êtes exclu de la course à la présidentielle. Le Bénin c'est pas extraordinaire, ça se fait ailleurs. Donc c'est pour rendre notre démocratie encore plus, pour être proche des grandes démocraties que nous en sommes arrivés là. Sinon ça se faisait par le passé, maintenant l'informel. Maintenant, c'est dans la Constitution, on ne peut que dire bravo. Est-ce que Julian Kéti, vous avez la certitude que face à cette idée de parrainage, l'UDBN a la possibilité d'avoir un candidat à la prochaine présidentielle? Donc, je voudrais déjà relever quelque chose. L'honnêteté intellectuelle veut qu'on ne soit pas dans cette aisance pour peut-être faire dans la totalité aussi confortable par rapport à ça. Cette innovation n'est pas pour faire dormir les partis sur leur laurier. Cette innovation-là, certes, ça renforce, parce qu'au dialogue, il y avait un chapitre important, le renforcement du système partisan. C'est-à-dire travailler de sorte à ce que les partis soient plus forts, pour que même pour les élections présidentielles, on commence par voir des candidats sortir du sérail de ces partis politiques-là. Du coup, l'idée, au premier degré du parrainage, c'est qu'on parle déjà, et ça il faut le préciser, du parrainage par les élus communaux. Nous avons 77 communes. Ça veut dire qu'on suppose que celui qui va être candidat à l'élection présidentielle et qui se fait parrainer par un grand nombre d'élus sur le territoire national, il acquiert aussi bien la légitimité que donc l'idée qu'il sorte de ces partis. Voilà, s'il vient du néant, ça va être compliqué pour lui d'avoir cette adhésion des partis politiques. Mais la nuance... la nuance... n'a pas d'élus au plan... Très bien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Et c'est pourquoi je voudrais, contrairement à mon ami de l'UP, dire que nous, au niveau de l'UDBN, nous avons pris la mesure des choses en se disant que le défi qui est devant nous par rapport aux prochaines élections municipales, communales et locales, c'est de travailler à étendre les tentacules de notre parti politique partout dans le pays, de faire des efforts comme on n'en a jamais fait de mobilisation pour que nous puissions, et la présidente de l'UDBN, lors du premier conseil national du parti, après le dialogue, l'a martelé. Le défi aujourd'hui, c'est que nous travaillons à arracher des sièges dans les 77 communes du Bénin et à contrôler des mairies. Parce que il y a l'idéal dont vous rêvez, et puis il y a la réalité qui est là. Et quand vous allez au dialogue, quand vous allez vous appuyer un processus de modification de loi, y compris la loi fondamentale, ce n'est pas tout que vous obtenez. Du coup, s'il y a des aspects qui paraissent difficiles, il vaut mieux prendre le temps de s'armer de courage et de détermination. À l'UDBN, vous en faites un challenge. Un challenge, parce que l'UDBN, voyez-vous, il y a eu 2 partis politiques qui sont allés aux législatives dernières. L'UDBN a eu très mal de n'avoir pas été à ce rendez-vous-là. C'est parce que l'UDBN a choisi de ne pas continuer à pleurer sur le lait renversé. Sinon, si on refaisait ce débat-là, on dira tout ce qui nous a fait mal, alors qu'on a tout fait pour y être. Maintenant, quand on n'est pas là-bas, aujourd'hui, nous donnons pour défi, tout en étant hors de ce Parlement, 8e législature, de dire tous les rendez-vous que nous allons avoir prochainement, à commencer déjà par les municipales et locales, communales et locales à venir, nous donnons la preuve de ce que nous sommes un parti véritablement national. Nous donnons la preuve de ce que nous pouvons arracher des sièges partout dans le Bénin. Et si nous en avons suffisamment, puisque toutes les lois autorisent l'UDBN à participer à toutes les élections, en 2021, l'UDBN, ces instances vont se réunir, décider de est-ce que nous avons un candidat propre à notre parti qui se présente, parce que c'est un parti véritablement national, un bloc aussi important, peut-être mieux que d'autres, qui se jouent les plus importants. Et donc, on va pouvoir donner la preuve de ce que nous pouvons décider, soit de soutenir un candidat qui est déjà déclaré, ou bien avoir notre candidat à nous-mêmes. Mais déjà,
nous prenons le rendez-vous de 2020 comme un challenge pour que nous nous donnions une marge assez élevée de chance de pouvoir décider, avoir les deux possibilités, soit avoir notre candidat ou soutenir notre candidat si nous estimons que c'est bon. Parce qu'il ne sert à rien. Ce parrainage dont nous parlons n'induit-il pas une certaine corruption des élus? Alors, c'est exactement comme quelqu'un m'a dit lorsque je parlais de la question de vice-président avec lui. Et il dit, mais le vice-président qu'on va mettre là en nom béninois, est-ce qu'il ne va pas souhaiter que le président, là, quelque chose lui arrive pour que... Tout ce que vous prévoyez dans la vie, y compris des modifications législatives, vous légiférez pour l'avenir, mais vous ne pouvez pas prévoir tout. D'accord? Alors, pour convaincre, en principe, pour convaincre des élus locaux à vous parrainer, c'est des questions idéologiques qui vous rapprochent, vous qui êtes candidat, et le parti auquel ces élus... Julien, non, ensuite... On sait un peu comment ça se passe dans l'environnement. La corruption existe en politique aussi. Mais c'est un risque qui est là. Est-ce qu'on dit à cause de ce risque qu'on ne le fait pas? Permettez que M. Armandigbe nous réponde à cette question-là, parce que vous, au niveau de votre parti, vous avez beaucoup d'élus à l'heure actuelle, et ils sont susceptibles de soutenir un candidat de l'UP. Mais en même temps, est-ce que ces élus ne risquent pas d'être... les élus en général ne risquent pas d'être corrompus pour soutenir d'autres candidats? Est-ce que le parrainage n'est pas la voie ouverte? Je voudrais vous faire comprendre quelque chose. Comme il a dit, rien n'est gagné d'avance. Tout est encore à jouer. Il n'y aura pas de présidentielle avant les prochaines municipales. Les cartes seront rejouées. On ira encore aux élections municipales avant d'aller. Et c'est les élus communaux qui parrainent. On se met en bataille pour voir. C'est ça le problème de représentativité des partis politiques, les partis d'envergure nationale. Vrai que sur le terrain, on verra quel parti a d'envergure nationale et qui n'a pas d'envergure nationale. C'est au lendemain des élections, prochaines élections communales, qu'on verra qui est qui. Et je pense que parler de corruption, je ne suis pas sûr. Vous pensez qu'un élu de l'UDBN sera facilement coopté par un autre candidat venu d'un autre parti pour avoir son parrainage? Je ne pense pas. Nous avons vu par le passé des élus. Le risque zéro n'existe pas. Le risque zéro n'existe pas, mais je pense que des élus qui sont convaincus. Non, il y a eu des élus, il y a des cas, ça il ne faut pas. On a vu des retours de incroyables. C'est possible, des gens qui sont achetés, d'autres personnes qui carrément sans conviction. Il est à souhaiter qu'aux prochaines communales et municipales et locales, que les candidats que les partis vont positionner soient des gens véritablement convaincus, des gens qui ont, au-delà de la capacité de mobilisation, des compétences morales. Oui, je suis d'accord. Et que les partis aussi travaillent après à donc être dynamiques sur le terrain. Et que maintenant, s'il y a des gens qui trahissent, malheureusement, je n'ai pas vu beaucoup aussi ça, le jeu dans les modifications. Malheureusement, il y a un pan que l'UDBN avait vraiment soutenu au dialogue, que je n'ai pas retrouvé dans les modifications. On avait demandé à ce qu'il y ait des mesures des mesures très fortes contre la transhumance. Par exemple, vous avez vu des gens qui se retrouvent sur deux listes ou des gens qui quittent un parti. On avait proposé au niveau de l'UDBN, par exemple, que quelqu'un qui est élu sur une liste donnée, et quand il va au Parlement ou il va au sein du conseil communal, si jamais il tente de quitter son parti pour un autre au cours de ce mandat, il perd le mandat. Manifestement, vous n'avez pas été suivi. C'est pourquoi je vous disais, si on veut faire le débat de ce qu'on n'a pas pu obtenir, on a des raisons suffisantes aussi de dire on n'a pas tout obtenu, on n'est pas d'accord. Mais il se fait que quand vous obtenez quelque chose, il faut déjà commencer par saluer ça. S'il n'y avait pas eu l'histoire de parrainage, nous, on ne se serait pas plaint. Parce que tout compte fait, et mon vis-à-vis ne va pas m'en vouloir pour ça. Nous, on n'a pas été aux législatives. Je suis gêné que après 2-3 relances de James, il n'ait pas été capable de dire nous avons une longueur d'avance par rapport aux autres et que les autres peuvent se sentir frustrés. Vous avez insisté là-dessus également. Parce que celui qui n'a pas été aux législatives passées, vous savez, les députés... Les députés ne sont pas les seuls à pouvoir parler. D'ailleurs, il n'a pas été dit que c'est les députés. Mais les députés, vous voyez, ce n'est pas au même moment qu'on fait les élections. Mais les partis qui sont représentés à l'Assemblée nationale, les députés qui retournent dans leur circonscription, vous avez vu, faites attention. Peut-être que ça va changer demain. Il y a beaucoup d'élus communaux qui ont les connexions directes avec les députés. Tout compte fait, nous disons,
certes, ça fait une discrimination, mais quand vous n'êtes pas en politique par accident, quand vous savez que la politique, c'est aussi des situations comme ça qui peuvent arriver, vous prenez la mesure de la situation ou vous disparaissez. Monsieur Aroumanegwe, nous l'avons également presque épuisé le temps de ce panel. Nous allons parler, oui, effectivement, de cette révision de la Constitution encore une fois, mais cette fois-ci, c'est monsieur Julien Kiti qui sera peut-être content de l'apprendre. La haute autorité de l'audiovisuel et de la communication aura un mandat renouvelé, mais avant cela, la Cour des comptes est désormais une réalité pour notre pays, un grand pas vers le processus de développement. Tout à fait. Et notre pays sera beaucoup plus respecté. Parce que dans l'espace du mois, c'est à part c'est le Mali et le Bénin seuls qui n'ont pas une Cour des comptes. Maintenant, on vient de l'inscrire pendant le dialogue politique, ça n'a pas été dit. Pourquoi l'avoir introduit? Non. Vous savez, la révision de la Constitution ne se fait pas tous les jours. Et par le passé, nous avons comme l'impression que notre Constitution, c'est un fétiche. Il ne faut jamais toucher. Maintenant, les conditions avec le dialogue politique où ça a été fortement débattu, on a eu la chance de réviser la Constitution. Il faut profiter de cette affaire-là pour régler ce problème. Je pense que c'est à saluer. C'est à saluer et il faut remercier les députés pour avoir tenu compte de ça dans la nouvelle loi, dans la nouvelle constitution. En même temps, la haute autorité de l'audiovisuel de la voilà, c'est une injustice qui est corrigée parce que c'est, je crois, la seule institution qui n'a pas la possibilité d'avoir un mandat renouvelable. Un mandat renouvelé. Maintenant, l'injustice est corrigée. Et ça aussi, il faut saluer. Je pense que les hommes de médias que vous êtes, vous êtes honorés. Jules Léon Kiti n'en est pas moins. Content. Ça vous ravit certainement. Je suis très heureux parce que avant de passer dans le milieu partisan, le seul métier qui m'a pris ma tête, mon temps et presque mon corps, c'est ce métier-là. Et je n'ai jamais compris pourquoi il n'y avait pas possibilité pour les membres, les conseillers de la RAC d'avoir un mandat renouvelé. Je ne parlerai pas d'injustice réparée parce que dans notre sociologie, c'est vu comme qu'on enlève l'avantage à des hommes de profiter de quelque chose. Mais il manquait d'efficacité dans l'animation de l'institution à ne pas avoir la possibilité de renouveler. Parce que lorsque vous faites un mandat au niveau de la RAC, comme tout autre mandat, c'est-à-dire que vous avez un temps pour donc vous asseoir, mieux comprendre le fonctionnement du système. La preuve, quand une mandature de la RAC s'installe, les premiers ateliers qui sont organisés, c'est l'appropriation des tests de la loi organique régissant la RAC et puis d'autres choses. Et puis après, la prise de connaissance. Donc, pour moi, que ce soit renouvelé, ça permet que des conseillers, ne serait-ce que peut-être à moitié des conseillers qui arrivent à maturité de la maîtrise de la régulation des médias, puissent avoir la possibilité d'être reconduits. Et surtout parce que ce qui s'est passé pendant longtemps, vous voyez, il y a des institutions sœurs à la RAC ici qui sont venues de beaucoup d'autres pays pour venir s'inspirer de l'expérience béninoise. Mais le hic était toujours à ce niveau parce que le Bénin ne capitalisait pas ça. Alors qu'au niveau des médias sur le continent, contrairement à ce que certains peuvent penser, moi je suis très fier de certains professionnels des médias béninois, ceux dont ils sont capables, aussi bien ici qu'ailleurs. Et beaucoup ne le voient pas. Quand vous prenez l'histoire, beaucoup de gens, et ça j'invite beaucoup de jeunes qui rentrent dans la profession à ne pas apprendre seulement les techniques, mais à lire l'histoire. Il y a eu des grands noms et continue d'en avoir, qui écrivent l'histoire des médias. Merci. Et que les questions, excusez-moi, c'est important de le dire, la régulation des médias aujourd'hui a connu des mutations qui nécessitent qu'on évite de renouveler les gens et qu'on tienne compte même de ceux qu'on envoie. Avec l'avènement du numérique, la régulation ne peut plus être la même chose. Vous voyez les problèmes que la RAC a aujourd'hui. Donc, avoir la possibilité de renouveler le mandat, ne serait-ce que pour certains types, s'il faut même par la suite inscrire que certaines commissions ou certains postes au niveau de la RAC d'office ceux qui l'écoutent doivent avoir le renouvellement. Bon, une fois, il ne faut pas non plus laisser la voie ouverte pour qu'il y ait des conseillers à la RAC à vie.
Bon, voilà. Donc, je m'en réjouis tout simplement. Il est plus favorisé par rapport à la prise de parole. Non, pas du tout. Je ne suis pas ici en tant que journaliste, ça vous pouvez en être sûr. Mathias Aromadebe, il n'y a que désormais la peine de mort est supprimée. Il y a l'instauration du Conseil national de défense également, des renseignements, autant d'innovations. Et mieux, il y a l'institution de la chefferie traditionnelle. Vous voyez, cette tête couronnée, il joue un grand rôle dans notre pays. C'est très important. Mais il y a lieu également de réguler. Oui, il y aura des lois pour réguler le fonds parce qu'il y a quand même un peu de désordre. Mais à ce niveau, il faut faire attention. Il faut faire. Non, l'attention, permettez à d'aller jusqu'au bout de son idée. Si j'étais sur le plateau premier panel, j'allais répondre à une préoccupation de notre ami qui tente à tout remettre en cause. Cher ami journaliste, bon, écoutez-moi, pour aller au paradis, quelles conditions il faut respecter? Pour aller au paradis. Oui, vous priez tout le temps à Dieu pour dire, mais permettez-moi d'aller au paradis. Ça dépend de la croyance de chacun. Ça dépend de la croyance de chacun. Non, mais la condition, pour certains, le paradis n'existe même pas. Non, mais la condition pour aller au paradis, il faut accepter mourir. Il faut déjà y croire. Mais il faut accepter mourir d'abord. Parce que le paradis, c'est après la mort. Le paradis, c'est après la mort. Et celui qui vous dit que le paradis est sur terre. Donc c'est pourquoi. C'est subjectif. Comme l'a dit James William Bagidi, cela dépend des croyances de chacun. Voilà. C'est après la mort qu'il faut aller au paradis. Maintenant. Et qu'est-ce que vous auriez répondu à M. Eda par rapport à cette position? Il ne supporte pas la révision de la Constitution. Alors qu'au dialogue, il a dit qu'il était au dialogue. Et il a participé à toutes les conclusions consensuelles, dont le respect de ces recommandations nécessite forcément qu'on aille à la révision de la Constitution. C'est comme si pour lui, il faut faire il a juste dit que le dialogue politique l'objectif du dialogue politique, c'était pas la révision de la Constitution, c'est ce qu'il a dit. Et que s'il fallait réviser, il fallait que les élections générales aient lieu en 2021. Si les dispositions, si les conclusions des experts, conclusions consensuelles de tous ceux qui étaient au dialogue politique, si pour atteindre ces objectifs, il faut nécessairement passer par la Constitution, il faut le faire. Parce que les conclusions des experts ne sont pas sorties du néant. Ça sort du dialogue politique. Mais il y a eu d'autres ajouts. Mais les ajouts, je vous ai dit, on ne révise pas la Constitution tous les jours. Il faut en profiter. Il faut en profiter. Mais il faut un consensus autour. Je ne vois pas quelqu'un qui peut remettre en cause, parce que ce qui fait peur à tout Béninois, d'ailleurs, et ce qui fait critiquer tous les Africains, c'est parce que pour réviser la Constitution, il faut maintenir un homme au pouvoir. Il faut toucher à cette disposition, il faut sauter le verrou pour permettre à un homme de s'éterniser au pouvoir. Merci. Mais bizarrement, avec la marge de manœuvre que le président a, on a qualifié l'Assemblée de monocolore. Il peut tout faire. Il peut dire tac et ça va partir. Mais malgré ça, le président on a tout fait. Les députés qualifiés de monocolore ont tout fait pour introduire encore une disposition. On n'a ajouté jamais de sa vie 2 mandats. C'est très innovant et notre démocratie vient d'être modernisée. Merci. On est en train de s'aligner sur les grandes démocraties. Merci Julien Kéti, sur cette question-là. Un tout dernier mot sur le maintien, la sauvegarde des fondamentaux de la République. En dépit de la révision de la Constitution. Mais franchement, je pense qu'à ce niveau, c'est la victoire de toute la classe politique. C'est la victoire du chef de l'État qui, et pour moi, ça a un lien avec ce qu'il proposait au départ. Tu vois, venir au pouvoir et dire, je vais faire un seul mandat. Être au pouvoir et dire, mettez les verrous là, garder les fondamentaux, la limite d'âge, le nombre de mandats, la laïcité de l'État, la forme républicaine du pays. Franchement, c'est important de l'avoir fait et c'est important d'avoir associé des experts, des intellectuels, des universités à ça, qui, sur la question, et ça James va être d'accord avec moi, sur la maîtrise du droit, bon, on a beau dire tout ce qu'on veut d'eux, c'est quand même, ils sont comptés parmi les dépositaires de cette affaire. Et franchement, s'il n'y a aucune autre mauvaise intention que des gens manifestent dans l'application des Est-ce qu'à l'UDBN, vous avez déjà le document comportant toutes les nouvelles dispositions? Nous avons suivi ça de près. Parce qu'on a entendu tout à l'heure on l'a déjà. Le PFR dit déjà. que le document n'est pas encore disponible. Je ne rentre pas dans le débat du PFR, je ne veux pas rentrer dans la métaphysique. Merci beaucoup à vous, Jules
Léandre Kiti, vous représentiez sur ce plateau l'Union démocratique pour un Bénin nouveau de l'honorable Claudine Afiavi Prudencio. En face de vous, il y avait donc Mathias Aroumandegbe de l'Union progressiste. Vous auriez dû être en compagnie de Paul Humpé de Foscori.Bénin émergent, mais les aléas du temps ne lui ont pas permis de nous rejoindre sur ce plateau. Ce deuxième panel est terminé. Nous avons parlé au cours de cette émission de la révision de la Constitution et du regard des acteurs politiques. Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt pour d'autres rendez-vous politiques sur la télévision nationale.